Bonsoir et bienvenue à cette émission Décryptage. Ce soir, nous allons essayer de parler avec tous nos téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre sur Télé Saturne désormais. Lorsque nous aurons à faire des grandes émissions de réflexion, nous passerons désormais par l'antenne de Télé Saturne. Et nous allons chaque fois basculer sur Canal Africa 54. Canal 54, lorsqu'il s'agit des grands débats qui réunissent justement le continent africain avec des correspondants et des envoyés spéciaux que nous avons placés actuellement en Afrique et ailleurs. Donc, désormais, les programmes qui sont liés au décryptage, aux analyses, vont passer essentiellement sur Télé Saturne. Donc, le rendez-vous est désormais pris sur Télé Saturne lorsque nous aurons à faire des émissions de réflexion. Voilà. Donc, décryptage, analyse et réflexion, nous les ferons désormais, je le répète encore pour la troisième fois, sur cette antenne de télé Saturne. Donc, les abonnés, ceux qui ont l'habitude de regarder les différentes émissions sur Télé Saturne, peuvent désormais garder leur abonnement sur Télé Saturne. Ils peuvent également s'abonner sur Canaf 54 Média. Donc, vous allez dans le lien Canaf 54 Média, c'est là où vous allez encore une fois vous nous retrouver pour faire les grands débats sur le continent africain. Ce soir, nous avons le plaisir de parler de la situation liée au sommet de Paris. Le sommet de Paris sera notre premier sujet de ce soir. Ensuite, nous allons parler de l'état de siège en République démocratique du Congo et enfin de l'AFDL le 17 mai 1997, date à laquelle les Congolais de la République démocratique du Congo ont connu une grande révolution. Mais la question qui se pose actuellement dans les milieux des Congolais, c'est de savoir si cette entrée de l'AFDL fait une libération ou une occupation, ou comme ils le disent eux-mêmes les Congolais, une tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo. Voilà le sujet de notre débat de ce soir. Débat, pas débat comme tel, mais c'est un décryptage que nous faisons sur les trois sujets d'actualité qui ont marqué en tout cas ces dernières semaines, en passant par le problème lié à l'état de siège en République démocratique du Congo. Nous allons chuter enfin sur la question de l'AFDL. Mais commençons d'abord par cette question liée au sommet de Paris. Le sommet de Paris qui s'est terminé hier, qui a commencé lundi à mercredi 17 ou 18 mai 2021. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Les Africains, qu'est-ce qu'ils ont retenu lorsque la France, le président Macron, fait venir en France, en tout cas, au moins 23 chefs d'État africains pour venir réfléchir sur la question du relance des économies africaines post-Covid. Car nous savons tous que le coronavirus, justement cette pandémie du coronavirus, a bousculé les économies des différents pays du monde, à travers le monde, mais l'on constate finalement que c'est l'Afrique qui a été le continent le plus touché sur le point de vue économique, étant donné que l'Afrique n'est pas assez, probablement, d'après certaines réflexions qui ont été dégagées, l'Afrique n'était pas très bien préparée justement à cette crise sanitaire, ce qui a fait que l'Afrique a pris de plein fouet sur le plan économique. Quoique, sur le plan sanitaire, en tout cas, le continent africain n'a pas été assez frappé comme les autres continents. Chose que l'on ne souhaite pas, en tout cas, que ça revienne en Afrique, car nous savons les dégâts que ça pourrait causer. Voilà. Donc, le sommet de Paris, nous pouvons tout simplement retenir que l'Afrique était représentée par au moins 23 chefs d'État africains qui sont intervenus. Et nous allons nous focaliser ce soir sur la présence, en tout cas, du président de la République démocratique du Congo. Parce que la plupart des Congolais qui nous ont appelés ont voulu que Télé Saturne, à travers Canal Africa 54 aussi, fasse une analyse qui peut aider les gens à comprendre comment nous avons perçu cette conférence sur le relance des économies africaines. Quant à nous, dans notre table de rédaction, nous avons retenu tout simplement que c'était une façon pour la France et le continent, en tout cas avancé,
de montrer leur bonne foi et montrer leur bonne foi en ce sens que l'Europe, pays très avancés, ont voulu donner de l'impulsion sur les économies du continent. Mais en même temps, les Africains se posent aussi des questions de savoir pourquoi l'Afrique ne peut pas elle-même prendre ses responsabilités. Dans les différentes interventions, nous avons entendu le président de la République démocratique du Congo prendre position en disant que ce serait pour lui un souhait qu'un jour, les Africains arrivent à fabriquer leur propre vaccin qui pourrait amener, qui pourrait donner de la confiance aux Africains, car aujourd'hui, il a même mentionné le fait qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ce vaccin actuellement qui est mis en cause par la plupart des réseaux sociaux, et même de la part de beaucoup d'Occidentaux qui utilisent les moyens des réseaux sociaux pour justement inciter les gens à ne pas prendre ce vaccin qui serait un danger pour les populations, surtout les populations africaines. Est-ce que c'est cela la vérité? Est-ce que c'est cela vraiment la réalité? Voilà, c'est autant de questions que le président du Congo avait soulevé lors de cette conférence. Mais est-ce que c'est le mal en soi? Est-ce que c'est le mal en soi que les Africains prennent conscience? Que les Africains, à un moment donné, se disent, le moment est arrivé pour que nous puissions quand même nous unir. Nous arrivions à créer cette Afrique dynamique, et cette Afrique panafricaine, cet esprit panafricain qui a tant été vanté par la plupart des réseaux, la plupart des milieux africains qui répètent au quotidien la volonté de construire une Afrique engagée, une Afrique forte pour son développement. C'est une occasion aujourd'hui, car en Afrique, il y a beaucoup de génie, il y a beaucoup d'intelligence qui peuvent justement finir par à créer une dynamique pour que l'Afrique soit autonome, pour que l'Afrique se retrouve en tout cas dans son autonomisation sur le plan économique, financier et social. Voilà, donc toutes ces questions font que finalement l'Afrique marche toujours à pas de tortue, qui donne même l'impression que la souveraineté du continent n'est pas encore bien comprise à travers, dans la manière dont fonctionne ce continent. Voilà. Donc, nous allons quand même essayer de réfléchir d'une part. Ça, c'est sur le plan global. Mais maintenant, sur le point, nous allons essayer un peu de singulariser les différentes interventions des chefs d'État africains. Parlons d'abord, et nous allons nous concentrer, pas d'abord d'ailleurs, nous allons nous concentrer sur le cas de la République démocratique du Congo. Parce que ceux qui nous appellent ici, ce sont des Congolais qui veulent qu'on leur dise qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce que nous avons retenu à travers l'intervention du président congolais. Voilà. Et le président congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi, cet homme qui est arrivé quand même au pouvoir dans des conditions qui ont été décriées par la plupart des Congolais. La plupart ne faisaient pas confiance du tout au président Félix Tshisekedi. Il a été soupçonné de passer au pouvoir par des voies qui n'étaient pas assez démocratiques pour les Congolais, certains Congolais plutôt. Mais nous n'affirmons pas la thèse, hein. Nous sommes en train juste d'analyser l'homme, la manière dont il a accédé au pouvoir. Mais il est vrai que c'est un homme qui a lutté très longtemps dans l'opposition. Et que, après avoir pris le pouvoir, parce qu'il y a un camp qui se proclame avoir été victorieuse de cette élection, et que pour se justifier, pour défendre sa position, accusait justement le président actuel d'avoir usurpé en quelque sorte cette victoire. Bon, qu'ils appellent par rapport, pour eux, une sorte de deal entre le président sortant et lui-même. Et donc, fait des comptes, il est président de la République, c'est lui qui parle au nom du Congo, c'est lui qui est le numéro 1 de la République démocratique du Congo, c'est lui le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Somme toute, c'est le président de la République. Qu'on le veuille ou pas, c'est le président Félix qui est le président de la République. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, nous l'avons déjà dit ici sur Canal 54, lors de notre dernière parution, notre intervention, nous avons dit ici qu'à partir du moment où il a prêté serment devant le peuple congolais, devant la Constitution,
Mais c'est l'homme qu'il faut écouter. C'est l'homme qu'il faut suivre. C'est l'homme qui dirige le Congo. C'est l'homme qui est écouté à travers le monde, qui est reçu à travers le monde comme étant le président de la République. Il n'y a pas très longtemps, les Congolais avaient été aussi dirigés par un homme qui s'appelait Joseph Kabila, qui a été également décrié dans tous les sens. Et pendant 18 ans, effectivement, le bilan, on le connaît. Le bilan est tellement catastrophique que, fait des comptes, les Congolais se retrouvent avec un des leurs. Donc, finalement, on ne comprend pas qu'est-ce que les Congolais aiment au juste. Ils sont avec le président Félix aujourd'hui. Ils vivent avec lui en chien de faïence. Et nous constatons finalement que l'Afrique a un problème sérieux. L'Afrique, parfois, les enfants du continent ne comprennent pas ce qu'ils veulent, surtout les Congolais. Parlons d'abord des Congolais ce soir. Qu'est-ce que les Congolais veulent au juste? Ils ont combattu Kabila. Non, ils ont d'abord combattu Mobutu, oui, dictateur. L'AFDL est arrivé avec Laurent Désiré Kabila. Ils ont commencé à combattre aussi Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila va prendre le pouvoir. Il est également combattu pendant 18 ans. On ne va pas analyser son système politique ce soir, mais nous sommes en train de faire cette analyse de manière aussi envolée, tout simplement, pour montrer les différentes étapes justement du combat du président actuel Félix Tshisekedi. Et donc, finalement, avec le DPS, il prend le pouvoir finalement parce que c'est un parti politique quand même qui a lutté longtemps, qui a des racines un peu partout dans le pays. Et donc, il est président de la République. Il arrive au pouvoir, il essaie maintenant de mettre les choses en place. Il les reçu partout. Et il commence à changer les choses dans ce pays. Mais les Congolais continuent toujours à vilipender cet homme. Donc la question ici, c'est de savoir que veulent les Congolais au juste. Quel genre d'homme veulent-ils au Congo? Voilà, c'est autant de questions que nous devons nous poser. C'est autant de questions que nous posons aussi aux Congolais qui nous suivent et à tous ceux qui nous écoutent. Quel type d'homme vous voulez au Congo? Kabila a été vilipendé, a été accusé d'étranger, rwandais, burundais, tanzanien. Il avait au moins plusieurs nationalités qui étaient connues sur cet homme, Kabila Joseph. Aujourd'hui, Félix arrive au pouvoir, celui que eux-mêmes, pendant l'opposition, considéraient comme étant le fils du pays. Parce que moi, son père est connu, il s'appelle Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Celui-là même qui était l'un des opposants acharnés contre les différents régimes depuis Mobutu jusqu'à les deux Kabila. Voilà, donc Félix est le fils de ce dernier Kabila. Félix Tshisekedi est le fils du dernier Tshisekedi Etienne. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas très bien la différence entre les deux patronymes. Donc, aujourd'hui, il est au pouvoir, il est combattu encore une fois, on l'accuse de beaucoup d'insuffisance, non seulement d'insuffisance sur le plan politique, et sur le plan stratégique et tout ça, mais déjà nous observons finalement qu'avec lui, on voit des changements malins, bon, mais que les choses sont en train de changer dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut encore? Quel type d'homme les Congolais souhaiteraient vers au sommet de l'État? Les Congolais ne seront jamais satisfaits. Ils ne seront jamais satisfaits. C'est l'impression que ça donne. Tu sais qu'il est arrivé à Paris le lundi 17 mai pour participer de manière active à cette conférence. Et voyez-vous qu'il y a eu des mouvements d'opposition un peu partout du fait qu'il soit venu et qu'il se serait rencontré avec le président Kagame, celui qui est accusé par les Congolais comme étant le Hitler africain. Bon, mais qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il fasse? Qu'ils disent à Kagame, je ne peux pas vous recevoir, je ne peux pas vous rencontrer. En même temps, c'est Félix Tshisekedi qui est le président de l'Union africaine. Et son prédécesseur fut justement Kagame qui était le prédécesseur. Voyez-vous que les deux ne peuvent que vivre ensemble. Les deux ne peuvent que se côtoyer. Non seulement cela, mais également les deux pays ont une frontière commune. Deux frontières, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne peuvent que vivre ensemble, le Congo et le Rwanda. Donc parfois, les Congolais doivent arriver à avoir un esprit rationnel, parfois raisonner, réfléchir de manière un peu plus intelligente. Alors, le président Félix a participé de manière efficace,
Mais dans notre analyse, nous constatons que quand même, avec lui, l'on constate qu'il y a au moins un chef d'État qui parle. Le Congo a connu désormais un homme qui parle depuis Mobutu, en passant par Laurent Désiré Kabila. Mais Joseph Kabila a plongé le pays pendant 18 ans dans ce que nous appelons le mémitisme politique. L'homme qui ne parlait pas, qu'on trouvait plus intelligent, très sage, et pourtant c'est justement ce silence, c'était l'expression d'une certaine défaillance, d'une certaine faiblesse intellectuelle, tout simplement, parce que comment un chef d'État qui ne s'exprime pas? Voilà, mais au moins avec Joseph Kabila, avec Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le Congolais, on peut être fier d'avoir un président de la République qui s'exprime et qui parle et qui prend position devant le parti des journalistes et aux côtés justement de ses pairs chefs d'État africains. C'est une bonne chose. Et donc c'est un homme il faut soutenir, il faut accompagner, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est l'homme aujourd'hui qu'il faut soutenir parce que c'est le président de la République d'un grand pays comme le Congo, un État souverain et indépendant. Voilà. Donc, nous allons quand même essayer de vous montrer certains éléments qui nous ont quand même attirés lors de son passage ici au niveau de cette conférence. Ce sont des éléments quand même indicateurs qui prouvent quand même que cet homme a un charisme. Cet homme est aimé par une frange de la population congolaise. Mais déjà, regardons cet élément pour que nous puissions, pour nous permettre d'avancer. Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies entrées en récession du fait de la pandémie de Covid-19. Initiateur de cette rencontre de haut niveau, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir au perron du palais de l'Élysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, des chefs de gouvernement et des hauts représentants européens, ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en présentiel à cause de la pandémie de Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels de France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu son économie s'effondrer brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère érigé sur l'esplanade de Champ de Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement. Voilà. Par le manque de financement, les chefs d'État africains, justement, sont venus à ce sommet pour renflouer les économies après la période de Covid-19. C'est ce que nous pouvons retenir de cette conférence en résumé. Parce que la présence de ces chefs d'État n'est pas anodine. La France n'a pas posé cet acte justement pour rien. Évidemment, les Africains devraient se poser des questions de savoir pourquoi il y a eu cette conférence et quelles sont les retombées, qu'est-ce que la France attend, qu'est-ce que les grandes puissances attendent de l'Afrique en même temps. Mais c'était justement la responsabilité de tous les pays africains de se réunir pour arriver justement à conjuguer les efforts communs, de sorte que de vraies solutions puissent être dégagées pour que l'Afrique soit autonome sur tous les plans. Donc, c'est ce que nous retenons ici. Donc, dans ces grands sommets, il y a eu quand même des avancées très importantes, telles que l'avait souligné même le président Macky Sall. Le président Macky Sall est allé même très loin en proposant
aux Africains, justement, de se constituer, justement, en union dynamique autour de l'Union africaine pour aller, enfin, il a repris en quelque sorte les idées du président Tshisekedi dans la mise en place des laboratoires proprement africains pour la mise en place des vaccins, voilà, qui pourraient permettre aux Africains d'être beaucoup plus autonomes. Voilà. C'est ce que nous pouvons retenir. Mais pendant ce temps, vous qui nous suivez, si vous avez des idées, vous avez des points de vue, n'hésitez pas à nous contacter par notre email que vous connaissez sur notre antenne et nous allons répondre aux différents sujets que nous aurons à débattre. Donc, sur cette question du sommet de Paris, nous avons retenu qu'il y a eu une participation massive, enfin une participation active du président de l'Union africaine, qui est M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui a pris position sur la nécessité pour les Africains d'avoir leur propre vaccin qui pouvait justement redonner confiance aux Africains. Voilà. Parmi tant d'autres sujets, tant d'autres propositions, nous pouvons retenir celle-là qui a été vraiment applaudie par la plupart des Africains qui ont été à ce sommet de Paris. Voilà. Donc ici, nous allons essayer de réfléchir. Notre réflexion, encore une fois, c'est toujours autour du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, c'est un homme que nous commençons à découvrir au fur et à mesure que le temps passe. C'est un homme que la plupart avaient minimisé en son temps, mais désormais nous commençons à comprendre que c'est un homme stratégique. C'est un homme qui est plein de stratégie, un homme qui travaille d'une certaine manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Et donc, désormais, nous commençons à comprendre cet homme-là et essayons quand même de voir si cet homme n'a pas le charisme, n'a pas la popularité, si cet homme, même au niveau de la diaspora congolaise, la manière dont il a été reçu en France, et donc suivons d'abord cet élément et nous allons revenir à notre décryptage. En tant que révolutionnaire, Voilà. À Congolais, il y a ma président à Bango, Pachu Beton, à Golia, président Kédia. Voilà. Les Congolais très contents. Pardon. Voilà, voilà. Là, c'est lorsque le président arrive à son hôtel, vous avez vu la liesse, vous avez vu les gens qui sont venus justement pour l'accueillir et l'applaudir. Parce que finalement, c'est un fils du Congo, c'est un président de la République, c'est un homme justement qui a un charisme, c'est un homme qui rassemble des gens, c'est un homme qui porte un espoir actuellement pour ce pays, la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit tout au début ici que le Congo a connu pendant 18 ans un président de la République qui était plongé dans le mimétisme, dans le silence, qui ne parlait pas. Ça, que vous le vouliez ou pas, c'est une analyse, c'est un constat que nous faisons. Nous avons fait tous, en tout cas, lorsque nous avons analysé les différents mouvements, les différents déplacements du président Tshisekedi. Voyez-vous là, c'est un peuple, c'est le peuple de la diaspora congolaise qui est là, qui continue toujours à l'applaudir partout où il passe.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il est à Paris, il est reçu par le président Macron, mais en aparté, les Congolais cherchaient par tous les moyens à les rencontrer, mais malheureusement, ce n'était pas l'objet de rencontrer, l'objet de son voyage n'était pas de rencontrer la diaspora congolaise, y compris également le problème lié à la pandémie, des règles de distanciation sociale faisant force. Donc, ce n'était pas possible qu'il rencontre la communauté congolaise. Néanmoins, la communauté a fait un effort d'approcher le président de la République. Voilà. Je rappelle qu'ici, nous sommes en train juste de faire un petit décryptage. Nous ne sommes pas en train de lancer des fleurs à quiconque, mais nous sommes en train juste d'analyser pour le bien de la cause, le bien de règles journalistiques, à informer le plus grand nombre de gens sur cette question liée au sommet de Paris. C'est ce que nous pouvons retenir. Nous faisons donc ce clin d'œil au président de la République, Tshisekedi, parce que ce sont des Congolais qui nous ont contactés, qui nous ont apostrophés justement, nous demandant notre réflexion, notre constat, notre point de vue sur ce passage, le passage de leur chef de l'État. Voilà. Donc, également, nous allons, avant de terminer ce chapitre du sommet de Paris, vous convier à suivre un entretien, une interview que le président de la République a accordée à nos confrères de France 24, et nous avons pris juste un extrait de quelques secondes qui va vous permettre de comprendre quelle a été la détermination du président de la République Tshisekedi sur les questions de l'heure, notamment les questions liées au problème de rapport mapping. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu quelques bruits autour de cette question lorsque le président Kagame est passé à France 24, où il a dit qu'il ne reconnaissait pas de crimes à l'est du Congo et qu'en même temps, les rapports mapping étaient biaisés. Pour lui, il y a plusieurs rapports qui sont de faux rapports et donc il ne se retrouvait pas dans ce schéma. Mais effectivement, il ne faut pas quand même que le Congolais soit naïf pour ne pas comprendre que Kagame, ce n'est pas l'endroit où il va reconnaître ses responsabilités. Reconnaître ses responsabilités, ça l'expose directement au niveau des tribunaux internationaux. Ça l'expose justement au milieu, auprès de ce sponsor extérieur qui vont comprendre qu'effectivement, il a reconnu ses responsabilités dans les différents crimes en République démocratique du Congo. Donc, ne soyons pas naïfs de penser que Kagame n'était pas intelligent de dire ce qu'il a dit. C'est plutôt en même temps, ce sont des Congolais qui ne sont pas assez intelligents, ceux qui pensent que Kagame a nié. Kagame n'a pas nié, Kagame a biaisé sa réponse. Kagame ne voulait pas se faire auto-accuser lui-même. Il ne peut pas s'exposer devant un média comme la France, France 24, et en plein sommet international à Paris, que Kagame va vous dire c'est moi, je suis responsable. Donc, essayez de sous-peser votre manière de réfléchir. Kagame, ce n'est pas l'endroit où il va vous dire que je suis responsable de crimes. Et même alors, pensez-vous vraiment qu'un criminel reconnaît ce crime comme ça à un endroit aussi public? Non. Donc, Congolais, il faut un peu cogiter lorsque vous faites vos analyses, lorsque vous spéculez. Les spéculations ne sont pas assez intelligibles, justement, lorsqu'il faut répondre à des grandes questions qui appellent à de vies humaines. Donc, nous allons quand même, le rapport mapping, oui, le président de la République, Tshisekedi, en a parlé lors de cette interview. Suivez. Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. C'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région.
Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce que à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Voilà. Il dit que, vous l'avez suivi, il dit qu'il veut la paix et que les responsables des différents crimes, ceux qui seront condamnés, doivent répondre, doivent être punis et qu'on ne va pas continuer à vivre en chien de faïence avec les pays voisins, notamment le Rwanda, et qu'il faut que la paix revienne dans la région. Et donc, les rapports Mapping n'est pas du fait des Congolais. Ce ne sont pas les Congolais qui se sont mis debout pour accuser le Rwanda ou pour faire des rapports sur tous les crimes qui sont perpétrés à l'est du Congo. Ce sont des organisations internationales, justement, qui ont fait des enquêtes et qui ont dressé des listes de criminels de l'Est sur les différents assassinats, des tueries à répétition, justement, qui sont observés de ce côté-là de la République démocratique du Congo. Voilà, le président Félix est clair là-dessus. Il voudrait que la lumière soit faite, il voudrait que les responsables répondent de leur charge, de leur responsabilité, et que personne n'est encore condamné jusqu'à ce jour. Donc, point n'est besoin de s'agiter dans tous les sens, mais que ces rapports mapping, si vraiment ce sont des rapports qui vont amener à éradiquer, amener la paix dans la région, lui, il est partant, il est d'accord à 100% pour que la paix revienne dans le pays parce qu'il en avait marre de voir que le pays soit tout le temps déstabilisé de ce côté-là. Où est le mal dans ça? Où est le mal dans la situation, dans la réaction du président de la République? Voilà, c'est cela. Donc, le rapport Mapping a été cité, le président de la République a pris position, vous l'avez entendu. Et donc, tout est clair. Les Congolais ne peuvent qu'accompagner un homme qui a la détermination de ramener la paix dans ce pays. Les Congolais ne peuvent que soutenir l'homme, que vous l'aimiez ou pas, mais pour l'intérêt général, pour l'intérêt supérieur de la nation, il est clair qu'il faut soutenir le président de la République, Tshisekedi. C'est l'homme qu'il vous faut pour le moment pour sortir du marasme dans lequel le pays se trouve. Vous avez eu pendant 18 ans un homme qui n'a pas terminé la guerre à l'est du Congo. Vous avez eu pendant 18 ans un homme qui vous a embarqué dans une confusion interminable. Mais aujourd'hui, vous avez celui que vous avez vous-même appelé fils du pays, il est au sommet de l'État, mais la plupart des Congolais sont incapables de le suivre. Est-ce que c'est de la jalousie, de la mauvaise foi ou de la sorcellerie tout simplement? C'est autant de questions qu'il faudrait se poser. Mais pour des citoyens honnêtes, des gens qui aiment leur pays, ne peuvent qu'à un moment donné se poser des questions de savoir où allons-nous? Où allons-nous? Et là où vous allez, vous-même Congolais, vous savez là où vous allez, mais néanmoins, nous ne pouvons pas cautionner que le Congo continue à sombrer dans l'insécurité alors qu'il y a un chef qui prend l'initiative, qui prend la décision de mettre fin à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avons ainsi terminé cette question liée
au sommet de Paris. Au sommet de Paris, nous avons retenu la présence du chef de l'État Tshisekedi, nous avons constaté la présence de Macky Sall, le président du Congo-Brazzaville, du président sénégalais, Macky Sall, oui, je le dis, et plusieurs chefs d'État africains étaient là, celui de la Côte d'Ivoire également était là, et plusieurs chefs de gouvernement des pays africains étaient là également. Donc voilà, nous sommes focalisés sur le cas du président de la République démocratique du Congo par rapport à ces sommets. Et donc, la diaspora congolaise, nous vous lançons en tout cas un message à partir de notre chaîne de Télé Saturne, de cogiter ensemble sur cette question au courant de la semaine. Donc, nous aurons un week-end, en tout cas, des grands débats où nous allons parler, cette fois-ci, des Congolais qui aimeraient s'exprimer dans différentes langues peuvent le faire, mais que vous n'allez pas nous porter, en tout cas, le tort de penser que nous ne voulions pas nous exprimer dans vos différentes langues. Donc, tout dépendra de la manière dont vous allez utiliser le créneau. Voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus à participer aux réflexions de Télé Saturne désormais pour faire de réflexions, de décryptage et des analyses sur toutes les questions possibles concernant le monde. Voilà. Pas seulement l'Afrique, mais à travers le monde. Mais par contre, sur Canaf 54, c'est une chaîne désormais qui va rester sur des grandes questions panafricaines. Voilà, tous les sujets sur le plan panafricain, nous allons pouvoir brancher. Nous allons nous retrouver sur Canaf 54. Vous pouvez vous abonner sur YouTube des Canaf 54 Médias. Vous tapez Canaf 54 Médias et c'est là où vous allez participer dans les grands débats qui concernent le continent. Télé Saturne, nous allons nous focaliser sur des analyses, décryptages et réflexions sur toutes les questions du monde. Voilà. Donc, avant de passer au deuxième sujet qui est lié à l'état de siège en République démocratique du Congo, nous allons vous proposer ce petit élément pour 10 secondes. Merci d'être toujours là, d'être fidèle à regarder cette émission tardive. En tout cas, c'est une première sur Télé Saturne, une émission tardive. Donc, vous aurez à vous habituer à cette émission dans la soirée tard pour réfléchir sur différents sujets que nous allons vous proposer ou que vous aurez aussi à nous proposer. Alors, ce soir-là, nous allons aborder notre deuxième sujet qui concerne l'état de siège. Eh bien, état de siège en République démocratique du Congo, est-ce la stratégie idéale? C'est cela. C'est cela la question. Est-ce que c'est la stratégie idéale pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? C'est comme nous l'avons déjà dit, dans cette situation de l'état de siège, le Congo avait connu pendant longtemps un système qui a plongé ce pays dans le chaos. Nous l'avons dit ici dans Canal Africa 54 que après avoir chassé le maréchal Mobutu, après que les Occidentaux aient décidé de son départ, en utilisant justement les pays frontaliers à armer les pays frontaliers, notamment le Rwanda, Burundi, Tanzanie, Ouganda, et un peu plus loin, un peu plus tard, l'Angola va se mêler là-dedans. Mais considérons le Rwanda. Prenons le Rwanda, Ouganda, Burundi. Ce sont les trois pays, justement, qui ont mené, qui ont été à la base de ce premier pas, justement, vers la révolution qui a été concoctée par l'AFDL, qui était cette espèce d'alliance de 3-4 partis politiques à l'époque qui se sont unis, qui se sont mis ensemble pour créer cette alliance. Voilà, l'AFDL, qui finalement va prendre le pouvoir le 17 mai 1997.
La question que les Congolais se posent, c'est de savoir est-ce que cette AFDL, cette entrée de l'AFDL avec le recul, fut-elle pour la libération du Congo ou se fut-elle pour l'occupation du Congo vers sa balkanisation? Parce que les Congolais s'interrogent aujourd'hui des problèmes qui se passent au Congo sur le point de vue de la sécurité. Parce que depuis que ce système est arrivé au Congo, le Congo n'a jamais retrouvé la paix. Le Congo n'a pas connu la paix, il n'y a que des problèmes liés à la guerre, à l'insécurité, à des assassinats, des tueries, sur tous les plans. Il y a même des armées, l'armée congolaise qui est infiltrée par des éléments issus du brassage de groupes rebelles qui ont émergé après que la FDL se soit disloquée. Tout le monde le sait que la FDL, après son arrivée à Kinshasa, est entrée en confrontation directe avec ceux qui les ont accompagnés, notamment les Rwandais. On a vu au sommet de l'armée un sujet rwandais qui était chef d'état-major, M. James Kabarebe. Voilà, James Kabarebe, à l'époque, il n'avait que 28 ans, mais c'est lui qui était le chef d'armée, le chef d'état-major général, à la demande de Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui avait demandé qu'il soit encore là. Les éléments sont là, les éléments vidéo sont là où Laurent Désiré Kabila lui-même le dit, que celui qui avait demandé qu'il reste encore. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ce sont des gens qui demandaient un peu plus que ce que lui il pensait. Oui, mais il pensait quoi? Il pensait vraiment que le Rwandais allait repartir comme ça parce que sous un coup d'humeur, ils prendraient leur bagage pour repartir. Ils ont signé des deals. Et ces deals-là devaient être respectés. Et c'est justement à cause de ce deal-là que le Congo est en train de connaître son insécurité jusqu'à nos jours. Les accords de l'Émirat dont on parle, ce sont des accords qui ont été signés, dont on dit même que dans ces accords, il était convenu que l'AFDL, une fois au pouvoir, va céder 300 km au Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda devait rentrer au moins 300 km vers l'intérieur du Congo pour en faire l'élargissement du territoire rwandais au Congo, dans ces accords de l'Émirat. Et donc, Laurent Désiré Kabila qui arrive au pouvoir, qui ne s'attendait pas qu'il pouvait vraiment arriver au pouvoir et déboulonner le système Mobutu, se rend compte que finalement, ce n'était pas de bons accords. Et c'est comme ça qu'il va demander aux Rwandais de s'en aller, qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et là, il a biaisé le contrat, et c'est la raison pour laquelle les Rwandais sont partis. Ils ont été formés un autre mouvement, le RCD Goma. Et quand on voit la composition du RCD Goma, c'est les transfuges de l'AFDL qui sont repartis. Le 2 août 1998, ils ont lancé leur offensive contre Laurent Désiré Kabila. Les conséquences, on en a connu, même dans la ville de Kinshasa, où on a arrêté plusieurs éléments rwandais qui ont été même jetés dans les caniveaux, qui ont été jetés même dans la rivière Ndjili. On a vu comment ils ont été quand même inquiétés par la population. Voilà. Donc, cet AFDL qui est arrivé au Congo, les Congolais se posent aujourd'hui la question de savoir, avec un peu plus de recul, que cet AFDL n'était pas venu pour libérer le Congo, le Zaïre à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Congo connaît ce qu'il connaît, parce que il y a, à cause de ce deal-là, les Rwandais ne peuvent pas accepter qu'ils aient signé un deal qui n'a pas été respecté. C'est en quelque sorte comme cela que le Congolais lambda est en train justement d'interpréter les conflits qui traversent le Congo depuis une vingtaine d'années, dont Joseph Kabila n'a pas réussi à éradiquer. C'est cela le problème. Parce que lui-même, Joseph Kabila, était dans l'AFDL. Il était parmi les jeunes Kadogo de l'époque. Il a mis les bottes, il a pris l'arme, comme tout autre jeune Kadogo qui a été formé dans l'AFDL à tenir l'arme. Il n'a jamais été militaire bien avant. Les recherches l'ont montré qu'il n'a jamais été militaire avant.
Il est rentré dans cette AFDL comme tout jeune civil par effectivement les connivences de certains éléments de ses compatriotes rwandais. Donc, il est rentré comme tous les autres, très facilement. Il a manié l'arme et bon, sa proximité avec Laurent Désiré Kabila faisait qu'il bénéficiait de certains avantages. Voilà. Et c'est ce qui a poussé les gens à penser qu'il était son fils. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, l'AFDL en soi, d'après l'interprétation des Congolais, n'est pas venu au Congo pour libérer les Congolais de la dictature de Mobutu, parce que sinon, si cette AFDL était venue pour la libération du Congo, eh ben, on aurait eu la paix depuis l'arrivée de cette AFDL. Donc, c'était une mise en scène, justement, des Rwandais à travers Laurent Désiré Kabila, qui en voulaient de trop, qui voulaient du pouvoir. Voyez-vous que tellement qu'il aimait le pouvoir, il était incapable même de négocier avec Étienne Tshisekedi, qui était dans l'opposition pendant des années et qui avait combattu Mobutu face à face. Il a refusé de rencontrer Étienne Tshisekedi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on devait comprendre que ce groupe n'était pas venu au Congo pour la libération. Parce que s'ils étaient venus au Congo pour libérer le Congo, en tout cas, il n'aurait pas eu le mal pour que lui s'allie directement avec Étienne Tshisekedi, qui était là, un homme charismatique avec les grands partis politiques qui étaient prêts justement à en découdre avec le système Mobutu. Voilà, sans armes. Mais Étienne Tshisekedi combattait Mobutu. Et donc, l'AFDL arrive avec Kabila. Il ne voulait pas rencontrer l'opposition interne. Il voulait trouver des solutions par ses propres moyens violents. Et donc, les conséquences, on en connaît. Donc, en résumé, l'AFDL n'était pas venue pour libérer le Congo. Les conséquences sont là. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Le Congo souffre aujourd'hui à cause de cette mauvaise libération. Le Congo sous Kabila, sous Mobutu, était déjà asphyxié. Le système Mobutu était déjà asphyxié par Étienne Tshisekedi et les différents opposants qui étaient contre Mobutu. Et d'ailleurs, le 24 avril 1990, Mobutu était déjà essoufflé. Il avait relancé, il avait libéré les partis politiques. Il était obligé de libéraliser les partis politiques. Voilà, c'était déjà le début de la démocratisation du Congo. Dire aujourd'hui qu'il y a des pères de la démocratie qui commencent à naître, alors ce sont des gens qui ont plongé le Congo dans un système d'occupation. Parce que n'oublions pas, prochainement, nous allons vous parler des différents régimes politiques que nous sommes en train de vivre au Congo. On est en train de nous parler du troisième régime, non, de la troisième république. Je me demande si vraiment nous sommes dans la troisième république, si ce n'est pas une république d'occupation plutôt. Donc, le Congo n'a été indépendant. Le Congo n'a connu qu'une seule république, les 60. Après 60, il n'y a plus rien. Il y a eu l'impérialisme accompagné par Mobutu. Après, c'est le système d'occupation. Donc, nous sommes encore en train de chercher comment revenir à la deuxième république. Et s'il faut parler des différents régimes politiques, des systèmes politiques, en tout cas, nous n'avons connu qu'un seul système qui s'appelle la période des indépendances, où il y avait eu un gouvernement élu démocratiquement et dont on avait connu M. Patrice Emery Lumumba avec le tout premier gouvernement démocratiquement élu. Par la suite, c'est la dictature qui a régné pendant 32 ans. Et donc, pendant la dictature, il n'y a pas eu de démocratie véritable. Pour parler de Deuxième République, de la Deuxième République. Et après que Mobutu soit parti, qu'est-ce que nous avons connu? C'est le système d'occupation, c'est le système qui constituait à balkaniser le pays dans la terreur, en faisant la peur aux Congolais. Les conséquences sont aujourd'hui frappantes. Les conséquences sont là. Les tueries tous les jours. Et donc, nous allons revenir sur cette question. Nous allons réfléchir sur cette question prochainement. Un livre, d'ailleurs, va sortir bientôt dans l'ouvrage que je vais publier bientôt, qui s'appelle Le vent de l'Est. Il y a tout un grand chapitre sur cette question de système politique après les indépendances. Donc, ce sont autant de réflexions que nous devons souvent faire lorsque si nous voulons vraiment aider les gens à comprendre comment fonctionne le Congo. Voilà. Donc, la question de la FDL, c'est une question très sérieuse, une question à laquelle nous avons voulu
que les Congolais sachent que nous sommes en train de faire des réflexions, nous sommes en train d'écrire des ouvrages que nous allons mettre à votre possession pour vous permettre justement de lire des éléments, découvrir des informations que vous n'êtes pas, pour lesquelles vous n'êtes pas au courant. Alors, nous avons fait quand même une petite, un petit, je vais dire, un petit clin d'œil, un petit passage vers un élément qui a retenu notre attention. Le 17 mai 2021, il y a quelques jours, les anciens caciques du système Kabila père, Kabila Laurent Désiré, ont été reçus par la femme de Joseph Kabila, Madame Olive Lembe. Ils ont organisé un cocktail, une rencontre, où ils ont vanté la FDL, où ils ont même pensé que vers faire passer Joseph Kabila comme étant l'homme généreux, qui était l'homme salvateur, c'est l'homme qu'il fallait pour le Congo. Alors nous nous posons la question, les Congolais se posent la question de savoir si cela ne serait pas une insulte pour la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie sous le régime de Joseph Kabila. Regardons d'abord cet élément. En tant que révolutionnaires, nous avons le devoir de tenir bon et de toujours mettre en avant la dignité de notre si beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons célébrer ce jour sans pour autant avoir une pensée à l'endroit de Musée Laurent Désiré Kabila. Qui par sa bravoure, sa détermination, en cette date-là du 17 mai 1997, nous a débarrassés de la dictature. Comme d'aucuns le savent, nous a débarrassés de cette dictature qui avait résisté déjà à toute forme d'opposition ici à Kinshasa. Très bien. Yoka. En cette occasion, encore une fois, je ne peux Voilà, nous débarrasser de la dictature. La FDL est venue libérer, se débarrasser les Congolais de la dictature. Mais pour instaurer quel système? C'est la question que madame devrait répondre aux Congolais. Voilà, la FDL est venue au Congo libérer les Congolais de quoi? Pour instaurer quel système salvateur? Quel système qui a remplacé la dictature au Congo, chère madame? C'est cela. Les Congolais qui applaudissent, ceux que vous avez vus dans la salle, ce sont justement des gens, des Congolais qui appartiennent à cette obédience politique. Vous en avez reconnu certaines personnes qui ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila et qui ont travaillé également avec le président Joseph Kabila. Et bon, voilà, ça c'est leur club de ceux qui pensent que la FDL est venue pour libérer le Congo. Voilà. Cette question, à chacun donc de pousser sa réflexion à son niveau, mais à notre niveau ici de Télé Saturne, nous faisons le décryptage, nous analysons les faits qui nous sont présentés de manière objective, des faits que nous constatons, mais nous disons que la filière en question n'est pas venue. Elle est venue au Congo, oui, mais les intentions de ceux qui accompagnaient ce mouvement n'étaient pas des intentions claires et salvatrices pour l'intérêt du Congo ni de son peuple.
Voilà, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence des intentions qui ont été cachées par tous ces acteurs de l'époque. Si les Congolais ne savaient pas, effectivement, les Rwandais qui ont aidé le mouvement à prendre le pouvoir en question, les Rwandais avaient leur agenda que la plupart des Congolais dans ce mouvement ignoraient. Voilà pourquoi ils ont tous, pour la plupart en tout cas, n'ont fini qu'à applaudir tout simplement le système Kabila. Voilà. C'est des analyses que nous faisons. Vous n'allez pas nous porter rigueur. Hein. Nous sommes des journalistes, nous faisons notre analyse. Et si vous avez un point de vue différent, réagissez, essayez de nous appeler dans la journée ou dans la semaine pour que nous puissions dégager, faire vraiment le grand débat autour de cette question. Voilà, vous avez vu tout à l'heure cet élément de Madame Olive Lembe Kabila, c'est son nom. Voilà, Madame Olive Lembe Kabila, c'est comme ça qu'on l'appelle en République démocratique du Congo. Donc, cette question de l'AFDL au Congo n'était qu'une illusion, justement pour le peuple congolais, une illusion qui a traumatisé d'ailleurs tout un peuple. Et donc, ceci va nous permettre désormais de passer à notre dernier sujet sur le problème lié à l'état des sièges. Je crois que j'ai interverti tout à l'heure l'ordre de présentation, mais est-il que là, nous venions de terminer cette question de l'entrée de la FDL le 17 mai 1997, et donc nous martelons encore une fois que la FDL, oui, est arrivée au Congo, mais les questions se posent totalement dans tous les salons, dans tous les milieux des intellectuels congolais, y compris même du Congolais lambda, qui se pose la question de savoir si la FDL en question était venue pour libérer ou pour l'occupation du Congo. Voilà, la question, elle est là. Libérer ou occuper le Congo tout simplement, parce que les résultats sont là. On reconnaît un arbre par ses fruits. Les fruits de la filière sont là. L'occupation, l'insécurité et l'instabilité. Voilà, c'est ce qu'on connaît. Donc les acteurs politiques sont en train de balbutier. Ils ne savent pas dans quelle langue il faut s'exprimer pour changer le Congo, pour le développer. Ils ne savent pas quelle stratégie utiliser pour satisfaire justement les intérêts du peuple congolais. C'est cela. Voilà. Un petit élément de 10 secondes et nous allons revenir au dernier chapitre de notre émission. Voilà, nous allons parler désormais de l'état des sièges. Est-ce la stratégie idéale? Je répète qu'il y avait eu un petit problème avec la régie qui a interprété, qui a interverti l'ordre des sujets, le déroulé de l'émission. Donc là, vous voyez encore l'état des sièges, c'est la stratégie idéale qui revient encore à l'écran en dernière position. Ça, c'est au niveau de la régie qui envoie les éléments à la présentation ici. Donc, ça crée un peu la confusion chez vous. Mais en réalité, ça, c'est le dernier chapitre où nous allons parler de l'état des sièges. Voilà. L'état des sièges. L'état des sièges, ici, nous disons qu'il y a un succès, reprise de plusieurs localités, retour de la paix, quoique de manière douce quand même. Les gens commencent à faire des déclarations de paix à l'est du Congo. Les rebelles à des bandades. Plusieurs localités sont reprises, des localités qui ont été occupées jadis par ces rebelles ont été reprises par l'armée congolaise dans cette partie du Congo, Ituri et à Béni. Mais nous ne disons pas ici que la paix est revenue totalement, mais parce qu'ils ne sont qu'à leur deuxième semaine d'activité, justement, de maintien de l'ordre. Mais ici, la question qui se pose, c'est de savoir comment expliquer qu'en 18 ans, Kabila, président, qui a tenu ce pays de main de fer, n'a pas réussi à prendre une telle décision, une telle initiative de dire
créons un état de siège, même dans un coin du Congo, comme venait de le faire le président Félix. Si Kabila avait le souci vraiment de la paix dans ce pays en 18 ans, il aurait pu prendre une telle décision, mais il ne l'a pas fait. Nous nous rappellerons qu'à un moment donné, il a fait ce qu'on appelle opération conjointe avec l'armée rwandaise pour aller chasser ou arrêter ou mettre fin à Kundabatware, aux éléments de Kundabatware à l'époque, mais qui était soldé par un échec cuisant, parce que c'est de là que même Vital Kamerhe, qui était président de l'Assemblée nationale, a été même révoqué tout simplement parce que il a émis le point de vue contraire à la volonté du Kabila. Tout simplement, en tant que président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en son temps, avait dit que l'Assemblée nationale n'est pas au courant qu'il y a eu cette opération conjointe entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Et lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée devait être saisie d'une question aussi importante qui concerne la sécurité de la nation congolaise. Pour avoir donné son point de vue, Vital Kamerhe a été carrément éjecté de son siège de président de l'Assemblée nationale. Il était dans le parti de Joseph Kabila, le PPRD à l'époque. Il était éjecté tout simplement parce qu'il a émis ce point de vue opposé à Kabila. C'est pour démontrer ici que Kabila n'était pas vraiment venu au Congo pour aider les Congolais. Il n'était pas venu au Congo pour chasser les rebelles que eux ont introduits au Congo. Kabila a été en quelque sorte le responsable de tous les dégâts que le Congo a connus pendant 24 ans. Oui, pendant 24 ans. Et donc, vous n'allez pas demander au président Félix Tshisekedi d'arrêter cela à l'espace de 2 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas 2 ans, parce que pendant 2 ans, il a encore été pris en otage par ce conglomérat des éléments du PPRD, des éléments qui se sont transformés en FCC, des éléments des Kabila, je veux dire. Et donc, c'est maintenant seulement qu'il commence à marquer les pas. On ne peut pas en vouloir à cet homme-là. En tout cas, faisons des analyses. Nous sommes ici, en tant que journalistes, à Télé Saturne, nous analysons de manière objective. Et donc, cette question de l'état des sièges en République démocratique du Congo nous concerne et nous sommes en train d'analyser pour ressortir en tout cas les éléments de réflexion objective à la portée de ceux qui nous suivent. Et donc, ici, nous disons tout simplement que le président Félix Tshisekedi, qui a été pris en otage en quelque sorte par le FCC, commence à prendre son indépendance, avec un parlement qui est acquis actuellement à sa cause, un gouvernement à sa cause, une cour constitutionnelle, bon, on ne peut pas dire à sa cause, pour une cour constitutionnelle, c'est pour l'État congolais, bon, les institutions sont indépendantes au Congo, séparation des pouvoirs exigeant cela. Et donc, est-il qu'actuellement, les choses commencent à se faire sentir différemment. Donc, le président Tshisekedi est en train de faire un travail exceptionnel à l'espace de quelques mois. Donc, il est clair que le Congolais devrait quand même arriver à réfléchir de manière objective. Sortir de ce schéma caricatural, de ne voir que le mal partout, de ne voir que le mal, c'est le jour où vous allez perdre que vous allez commencer à regretter. Qui n'a pas critiqué Mobutu? Mais le jour où Mobutu a été chassé, 6 mois après, les gens commençaient à réclamer Mobutu. Jusqu'à nos jours, il y a des gens qui réclament Mobutu. Mais le seul qui n'est pas réclamé, c'est Joseph Kabila. Y compris même Laurent Désiré Kabila n'est pas réclamé, n'est pas regretté par la plupart des Congolais. Parce que ce que le Congo vit aujourd'hui, c'est la faiblesse dans laquelle il s'était mis, dans l'état de faiblesse dans lequel il s'était mis, justement pour signer les accords de l'Émérat, qui ont plongé le Congo dans un chaos infini, où aujourd'hui, on veut que le président Félix en soit responsable. Non. Cet homme, nous, en tant que journalistes, nous disons, il faut donner le temps au temps. Il vient à peine de prendre ce pays, il veut le sortir de ce chaos,
Il est en train de montrer sa bonne foi, ses intentions sont claires. Il veut sauver le Congo, il veut le sortir de ce chaos, il veut le sauver de ce piège dans lequel on l'a plongé pendant 24 ans. Lorsque nous disons 24 ans, nous voyons la période du 7 mai 1997 et jusqu'à nos jours. Ça fait 24 ans que le système Kabila est installé au Congo, soi-disant pour libérer le Congo. Ils sont venus pour s'auto-libérer eux-mêmes, tout simplement. Qu'est-ce que Kabila peut nous dire qu'il a fait dans ce pays qui a aidé les Congolais? Quel est l'acquis qu'on peut retenir aujourd'hui que c'est grâce à Kabila que nous avons ceci, que nous avons cela? J'aimerais voir les Congolais le dire. Je souhaiterais que les Congolais disent à tous ceux qui nous suivent les acquis de Joseph Kabila. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, contrairement à ce que Mobutu a fait, quoique étant dans la dictature. Faisons une analyse comparative. Sur les 32 ans de Mobutu et les 24 ans du système Kabila. C'est encore 24 ans, parce que le FCC, c'était le système Kabila toujours. Or, le président Félix vient de se débarrasser de ce FCC il y a à peine quelques mois seulement. Donc, on ne peut pas encore le mettre tous ces dégâts sur son dos. C'est un homme qui a combattu dans l'opposition, il combattait ce système-là. Donc, si les Congolais qui nous écoutent, les Congolais qui nous suivent, peuvent participer à cette réflexion un jour, se le dire, mettez de l'eau dans votre vin. Mettez de l'eau dans votre vin et soutenez une idée qui est l'idée salvatrice aujourd'hui d'instaurer la paix, le retour de la paix à l'est du Congo. Et le président de la République du Congo se met au four et au moulin justement pour trouver des solutions. Donc, nous considérons que l'état de siège est la stratégie idéale pour le moment. C'est une stratégie, l'une des stratégies. Vous aurez voulu qu'il fasse quoi finalement? Alors que vous dites qu'il y a l'insécurité. Alors vous dites que, bon, voilà, il y a des tueries tous les jours et que le président de la République ne fait rien. Il dégage une stratégie. La plupart des Congolais applaudissent, la plupart des Congolais sont d'accord, oui, mais ceux-là qui sont contre, de quel camp sont-ils? Ceux qui sont contre ce système sont de quel camp? C'est la question. Voilà. Ils sont de quel camp? Ils applaudissent qui finalement? Ils sont du camp du Congo ou ils sont du camp de ceux qui veulent que la situation s'éternise, c'est-à-dire que l'insécurité s'éternise à l'est du Congo? Voilà autant de questions. C'est cela. Donc, essayez de réfléchir chez vous. Nous avons fait ainsi cette analyse ce soir, ce décryptage ce soir sur les 3 points de la situation que nous avons retenue au courant de cette semaine, en tout cas depuis quelques jours. Donc, le sommet de Paris, l'état de siège et la situation liée à la FDL le 17 mai 1997, avec tous les éléments que nous avons proposés ce soir, qui ont attiré notre attention au niveau de la rédaction de Télé Saturne et de Canaf 54 TV. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce décryptage. Merci en tout cas pour votre fidélité. Pour terminer, j'aimerais vous dire encore une fois que nos grands débats vont revenir sur Canaf 54 d'ici peu et que nous allons vous faire signe en tout cas pour faire les grands débats panafricains comme nous l'avons toujours fait. Mais sur Télé Saturne ici, nous sommes au rendez-vous chaque soir pour réfléchir ou faire le décryptage de tel ou tel sujet qui a marqué votre attention ou notre attention. Et donc, vous êtes tous les bienvenus pour nous proposer vos sujets, des réflexions, pour nous proposer également toute idée pouvant faire avancer des grandes réflexions qui concernent le monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube de Télé Saturne et des Canaf 54 Médias sur YouTube. Par contre, ceux qui nous regardent à la télévision, parce que la télé émet 24 heures sur 24, vous pouvez également vous procurer notre bouquet que nous avons mis en place. Vous savez que Télé Saturne et Canaf 54
à un bouquet qui vous permet de capter nos émissions. Et donc, ce bouquet, vous pouvez le trouver partout dans nos sites et dans nos lieux de vente, plusieurs lieux de vente à travers l'Europe. Donc, vous pouvez vous procurer de ce bouquet. Vous allez trouver là-dedans Canaf 54 TV et avec plusieurs chaînes de télévision justement internationales et pouvez justement vous satisfaire de toute l'actualité à travers le monde. Voilà. C'est le travail que nous sommes en train de faire pour le moment pour justement activer et dynamiser le travail que nous voulons vous proposer. Voilà. Donc, nous espérons que nous avons été satisfaisants ce soir avec ce décryptage, que nous passons n'avoir pas offensé que ce soit, mais comprenez que nous faisons une analyse journalistique de manière objective pour éclairer les gens qui ne connaissent pas tellement l'actualité du continent africain et surtout le cas de la République démocratique du Congo parce qu'il s'agissait du Congo ce soir. Et donc demain ou après-demain, nous allons faire le décryptage sur un autre pays. Et ainsi, même avec vous, nous allons toujours vous inviter à décrypter avec nous ensemble. Merci d'avoir participé et d'avoir regardé ce décryptage ce soir. Merci beaucoup et à très bientôt sur Télé Saturne. Au revoir.